à tout moment, un procureur a on va dire la latitude pour décider de mandater une enquête sociale de l'aide sociale à l'enfance pour vérifier si l'enfant va bien, s'il est bien traité et tout ça. Et leur périmètre d'ailleurs de compétence, c'est pas l'instruction, c'est on va dire la sécurité de l'enfant. Donc pour eux, c'est un warning, c'est une alerte quand il y a de la désobéissance civile, tout à coup ils se réveillent et ils se disent ah peut-être qu'il y a des problèmes dans cette famille, si ça se trouve il y a des abus, il y a de la maltraitance physique ou sexuelle ou casse, et puis on va aller voir, quoi. Ce qui évidemment n'a aucun rapport, donc je vous rassure quand même, la grande majorité de ces procédures, c'est juste 2 rendez-vous, un à la maison et un à leur bureau, et les enquêteurs et enquêtrices se disent mais qu'est-ce qu'on fait avec cette famille, next, enfin voilà, il n'y a rien à voir, on est juste en train de perdre notre temps. Bienvenue sur Nexus, nous sommes un magazine libre et on essaie de s'intéresser au pouvoir profond. Aujourd'hui, on va parler de désobéissance civile et d'éducation avec l'association Enfance Libre. Cette association a trouvé un moyen de contourner les interdictions des préfectures à pouvoir mettre son enfant à faire l'école à la maison, c'est-à-dire l'instruction en famille. On sait que pour tout pouvoir dans l'histoire, contrôler l'éducation, c'est contrôler la liberté du peuple sur lequel le pouvoir s'exerce. Nous sommes donc avec Ramine, le fondateur, et Caroline, qui est la cofondatrice. Vous allez nous repréciser ça. Bonjour à vous deux. Et par quoi vous voulez commencer, Ramine? Bonjour et merci de nous inviter. Donc, effectivement, pour brièvement présenter ce qu'on fait, l'association Enfance Libre, elle s'est constituée en réaction, en réponse à un État qui essaye de contraindre de plus en plus la liberté d'instruction. Et voilà, une des manières d'exercer notre liberté d'instruction qui est la plus fondamentale de toutes, c'est de pouvoir renoncer, de se passer de l'école, de nous, en tant que parents, assumer la pleine responsabilité de l'instruction de nos enfants. Et c'est un droit de l'ordre du fondamental qui est en train de nous être retiré. Et du coup, alors moi, avec ma compagne Marjorie, on a lancé un appel en début mai 2022 pour inviter un maximum de familles à entrer en désobéissance civile. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que nous refusons cette nouvelle loi qui contraint à ce point l'instruction en famille, et nous allons ouvertement, de manière publique, y désobéir, donc qui fait une grosse différence vis-à-vis de la clandestinité ou d'essayer de sortir des radars, c'est que vraiment on communique publiquement et de manière assumée et revendiquer le fait qu'on entre dans l'illégalité. Et ça permet d'entrer, de mettre en scène en gros le bras de fer entre le citoyen éclairé et le gouvernement qui est en dérive autoritaire, pour lancer l'alerte et dire en fait maintenant ça suffit, stop, vous êtes en train d'aller trop loin dans les contraintes imposées aux citoyens pour assumer sa responsabilité avec ses enfants. Voilà en gros, et maintenant on est 130 familles réunies, sachant que l'instruction en famille, ça représentait 70 000 enfants avant la promulgation de la nouvelle loi, donc on pourrait dire environ 30 000 familles qui sont concernées officiellement, sachant qu'il y a quand même pas mal de familles qui font ça de manière officieuse et non déclarée. Mais voilà, ces 130 familles sont là, en tout cas pour, on va dire, servir le besoin collectif de préserver cette liberté pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce que finalement l'instruction en famille en France, presque n'importe qui pourrait être concerné du jour au lendemain, avec un enfant par exemple qui subit des violences à l'école et où la famille veut prendre une année pour souffler et puis faire autre chose, ou juste faire un tour du monde ou avoir un projet différent de l'école pendant une année, ce qui est le cas d'ailleurs de la majorité de ce qu'est l'instruction en famille. La réalité de l'instruction en famille en France, c'est en grande majorité des personnes qui font ça temporairement entre 1 et 3 ans. Donc Caro et moi, on est plutôt dans le cas de ces familles qui font ça plutôt par conviction et pour proposer quelque chose de différent à leurs enfants, et où on fait ça sur tout, en tout cas on a l'intention de faire ça sur toute la durée de, on va dire, des 3 ans jusqu'aux 18 ans de nos enfants, même si bien sûr on n'est pas en fait contre l'école par principe, et que si en fait la concertation dans la famille mène au fait que cette année ou là pour les années qui arrivent, finalement l'école privée ou publique, ça peut être une solution qui nous intéresse, et ben en fait on est complètement ouvert à l'idée, quoi. Voilà, c'est pas un mouvement je veux dire dogmatique anti-école, c'est plutôt un mouvement qui a vocation à vouloir protéger une ouverture, une possibilité qui est en train de nous être retirée, quoi.
C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que là aujourd'hui, il y a le dogme de devoir croire dans l'éducation nationale actuelle et d'obliger presque les parents à mettre leurs enfants là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la liberté, comme tu viens de le dire, de pouvoir choisir ou non instruction en famille, éducation nationale, éducation dans le privé. Voilà, il y a toute forme. Caroline, qu'est-ce qui est important pour toi à dire là-dessus? C'est quand même fou aujourd'hui, puisque c'est vous, comme on s'est eu au téléphone, on a parlé de cela. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation, par exemple, pour passer le brevet ou le bac. En fait, on n'a pas besoin d'attendre les attestations de la préfecture pour mettre son enfant à l'instruction en famille. Aujourd'hui, il n'y a pas un papier. Du moment que l'enfant est apte à les compétences, il peut passer justement tout type de diplôme pré-universitaire supérieur. Oui, bah, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit un brevet, un bac, un CAP, tous les diplômes sont accessibles en candidat libre en fait. Rien n'est obligatoire. Enfin, voilà, les familles font un peu comme elles veulent avec leurs enfants, quoi. Voilà ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi, sur 3 enfants, j'en aurai plus qu'un l'année prochaine en désobéissance civile. J'en ai une qui veut essayer le collège, l'autre qui veut aller, l'autre qui rentre dans un parcours professionnalisant. Bon, bah voilà. C'est ce que disait exactement Ramine, c'est en fonction du choix de nos enfants, de nos familles, quand ils sont aptes à choisir et que c'est des choix qui sont importants pour eux, on considère tout ça et je crois que c'est important de dire que c'est pas, voilà, je crois que c'était important de souligner qu'on n'est pas contre l'école. Moi, j'ai rien contre l'école. Si un jour, enfin voilà, ma fille qui veut rentrer dans le système classique, ben ma foi, c'est très bien. Si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, ben une petite bafouille pour réexpliquer qu'on se remet en désobéissance civile et puis voilà. Donc là, où est-ce que vous en êtes et comment se forme cette désobéissance civile aujourd'hui? Donc vous avez bien recontextualisé. Maintenant, comment est-ce que vous appelez les familles justement à pouvoir essayer de se protéger contre un État qui a fait beaucoup pour essayer de ne pas faire évoluer l'éducation nationale? Je crois que il y a eu l'appel de Ramine au départ, Ramine et Marjorie qui ont vraiment appelé à ça, à la désobéissance civile, qui ont vraiment essayé d'amener des familles en instruction en famille à ça, à ne pas demander l'autorisation. Après, nous, à Enfance Libre, on a plein de cas de figure. On a justement ces familles qui sont en désobéissance civile depuis le début, qui n'ont jamais fait de demande d'autorisation. Il faut savoir qu'au départ, les enfants qui étaient déjà en instruction en famille et qui étaient validés en quelque sorte par l'éducation nationale avaient 2 ans d'autorisation de droit. Donc, on envoyait juste un papier, mais on pouvait pas avoir de refus. Donc, il y a énormément de familles pendant 2 ans qui se sont servis de cette autorisation de droit en disant bon, on est tranquille pour 2 ans, on verra après. Donc, on a plein de cas de figure de familles qui ont demandé, qui ont jamais demandé, de familles qui ont profité des autorisations, de familles qui sont arrivées après avoir eu un refus. Enfin voilà, on a vraiment différents cas de figure selon la capacité aussi des familles selon leurs limites aussi tout simplement. Alors du coup, une question, je vous laisse dérouler et parler vous parlerez mieux que moi de votre association que les questions que je pourrais poser, mais moi, il y a une question qui peut me venir, c'est comment est-ce que... Ah, on voit, on voit là l'instruction en famille qui arrive devant la caméra, là. Donc, ce qui est intéressant, c'est quel risque peut avoir un parent aujourd'hui, et on m'avait dit au téléphone qu'il n'y a pas forcément quel risque un parent a justement, même si la préfecture, puisque donc la préfecture accepte ou refuse des dossiers, et on sait que depuis 2021-2022, c'est ce que vous avez dit, les préfectures refusent beaucoup plus de dossiers. Alors, il va falloir laisser maman travailler par contre, à chaque fois il vient devant l'écran. Je rigole. Ce qui est intéressant, c'est quel risque vous avez à justement aller contre l'ordre de la préfecture. C'est-à-dire si vous mettez quand même l'instruction en famille, comment est-ce que vous pouvez... quels sont les risques pour les familles? Alors juste, je précise un truc, c'est pas la préfecture, mais c'est les services de l'éducation nationale qui ont le pouvoir de dire oui ou non à une demande d'autorisation. En gros, l'État est organisé, le gouvernement est organisé d'une manière à ce que le président de la République est représenté dans chaque département
pour la justice par le procureur, pour la police par le préfet et pour l'éducation nationale par le DAZEN, qui est le directeur académique des services de l'éducation nationale. Et c'est le DAZEN qui a le pouvoir de dire oui ou non à chaque demande d'autorisation. Et donc, l'idée à la base de la nouvelle loi, c'était de lutter contre le séparatisme et le radicalisme. Voilà. Enfin, c'était comme de la prévention pour la lutte contre le terrorisme, où on va aller chercher les séparatismes et l'islamisme radical là où ils se trouvent. Et ils avaient identifié de manière complètement erronée l'instruction en famille comme étant un des viviers. Alors qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, qui viennent de l'éducation nationale elle-même d'ailleurs, qui montrent que ça n'a aucun rapport, qu'il n'y a pas de séparatisme en fait dans l'instruction en famille, et que en fait, les raisons pour lesquelles les gens font l'instruction en famille, c'est pas du tout pour former des terroristes. Et malgré tout, ils ont promulgué la loi, mais tout en promettant, on va vraiment laisser les familles tranquilles. Cette loi, elle est là vraiment pour lutter contre le séparatisme. Donc c'était un énorme mensonge, parce que depuis que la loi a été votée, on est passé de 70 000 enfants à 30 000 enfants instruits en famille. Et donc finalement, les seules familles qu'on laisse continuer à instruire, c'est aucunement des familles qui font ça par choix, mais qui font ça par contrainte, qui subissent l'instruction en famille parce que l'enfant a une condition médicale, ou parce qu'ils sont trop loin d'une école, ils sont en itinérance, voilà. Ou l'enfant fait sport-études, ou en tout cas quelque chose qui est du sport ou de l'art de haut niveau, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on risque du coup à faire ça, pour revenir sur cette question-là? Donc, il y a 3 niveaux de risque, et bon, le pire qu'on ait subi jusqu'ici, c'est le retrait des allocations. Donc, ça veut dire que les services de l'éducation nationale prennent leur téléphone, appellent la CAF et disent telle et telle et telle famille n'ont pas une situation régulière, n'ont pas de certificat de scolarité, et nous, on ne les a pas autorisés à faire l'instruction en famille. Et il y a une loi qui date de 1985 qui vous autorise à leur retirer leurs allocations, et on vous demande de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé avant, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu cette possibilité depuis 1985, mais nous, dans la sphère instruction en famille, on n'avait jamais entendu parler de familles en irrégularité à qui on aurait fait ça. Donc clairement, c'est un moyen de pression pour essayer de nous arrêter, quoi. Et alors là, je suis devant nos statistiques. Il y a sur les 175 familles qui ont été en désobéissance civile, et il en reste 139 qui le sont toujours aujourd'hui. Les personnes à qui on a retiré les allocations, je veux dire ça tout de suite, c'est 21 familles. Donc c'est quelque chose qui a quand même pas mal été employé, et nous, la première fois que ça arrivait, on était hyper choqués, on était scandalisés, parce que pour le coup, on va dire la pire punition qui était annoncée, c'était 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Ça, c'est le risque pénal qui est encouru et qui est marqué sur les courriers de la préfecture. Je viens de faire le lapsus, marqué sur le courrier du DAZEN. Et le truc, c'est que retirer les allocations à certaines familles, c'est bien pire que 7 500 € d'amende. Parce qu'il y a des familles nombreuses, avec pas mal d'enfants, ça pouvait représenter entre 500 et 1 000 € par mois d'allocations qui leur servaient à se nourrir, à nourrir la famille. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la pire conséquence qu'on a connue. On peut être potentiellement sur du 12 000 € d'allocation par an pour certaines familles. Hein. Exactement. On a eu ce cas-là, une famille avec 7 enfants et qui vit vraiment de rien, et ils ont une vie déjà ultra sobre et tout ça. Et ça, c'était leur minimum vital. Et du coup, depuis, ils ont dû se débrouiller avec une caisse de solidarité que nous, on a montée au niveau de l'enfance libre, avec leurs amis, la famille et tout, et puis en faisant de la débrouille. Et le pire, c'est que le père est handicapé, et il reçoit une allocation handicapée, et ils ont commencé à prendre sur son allocation handicapée pour rembourser la dette qu'ils ont envers la CAF, parce qu'ils sont retournés 2 ans en arrière en disant vous ne deviez pas avoir droit aux allocs depuis ce moment-là. Et du coup, ils ont plusieurs milliers d'euros de dette, et là, ils sont carrément allés puiser dans... Donc nous, on a mobilisé un avocat sur l'affaire. En fait, il faut systématiquement contester quand la CAF fait ce genre de choses, et donc là, on va le faire aussi, on va les aider à le faire, et on va financer ça au niveau de l'association. Parce que l'association a 600 adhérents qui versent de l'argent à Enfance Libre, notamment pour qu'on s'occupe de ce genre de cas complètement fous, quoi. Donc, quand on s'oppose à l'État, comme certains de vos membres, ils peuvent retourner en arrière et dire là, on est en 2025, en 2023, vous aviez déjà fait ça, vous n'aviez pas le droit de toucher ça en 2023, 2024, 2025. C'est horrible. Ah oui, d'accord. Et donc là, tu deviens endetté auprès. Ah oui, non, mais le pouvoir en France, c'est magnifique c'est un totalitarisme grandiloquent. Hein. Wow. Pour retourner effectivement 2 ans en arrière.
Et puis, il faut essayer de contester. Parfois, ça marche et parfois, ça marche pas. Mais on a eu plusieurs familles qui ont eu une dette tout à coup de plusieurs milliers d'euros à cause de cette affaire, quoi. Donc, et qui sont très courageuses parce qu'en plus, elles restent en désobéissance civile. On n'a qu'une seule famille qui a quitté la désobéissance civile parce que vraiment, la pression sur le portefeuille était telle qu'elle ne pouvait plus tenir, quoi. Mais les autres sont toutes restées. Et il y en a 3 qui sont tellement en situation difficile qui reçoivent des aides d'enfance libre, mais les 18 autres sont en train de se débrouiller par elles-mêmes comme elles peuvent, voilà, en essayant d'augmenter leurs revenus par ailleurs. Voilà. Alors ensuite, l'autre risque qu'on court et qui est le plus embêtant, c'est le volet social. Donc quand à tout moment, un procureur a la latitude pour décider de mandater une enquête sociale de l'aide sociale à l'enfance pour vérifier si l'enfant va bien, s'il est bien traité et tout ça. Et leur périmètre d'ailleurs de compétence, c'est pas l'instruction, c'est on va dire la sécurité de l'enfant. Donc pour eux, c'est un warning, c'est une alerte quand il y a de la désobéissance civile, tout à coup ils se réveillent et ils se disent « Ah, peut-être qu'il y a des problèmes dans cette famille, ça se trouve il y a des abus, il y a de la maltraitance physique ou sexuelle ou casse, et puis on va aller voir. » Ce qui évidemment n'a aucun rapport, donc je vous rassure quand même, la grande majorité de ces procédures, c'est juste 2 rendez-vous, un à la maison et un à leur bureau, et les enquêteurs et enquêtrices se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette famille ? Next !» Enfin, il n'y a rien à voir, on est juste en train de perdre notre temps. Après, donc il y a eu 41 familles qui ont été concernées sur les 179 par cette procédure. Et donc là, comme je disais, la majorité a été classée sans suite, mais il y en a 4 quand même qui sont passés devant le juge pour enfants. Et puis il y a eu 3 qui ont été où il y a eu une enquête plus approfondie qui est très embêtante, qui s'appelle une MIJ, donc des mesures d'investigation judiciaire qui sont une douzaine de rendez-vous. Là, ça devient très intrusif. Ils viennent à la maison 12 fois et puis voilà, ils passent beaucoup de temps avec les enfants, avec les parents, à poser plein de questions, à vérifier des choses et tout ça. Et donc là, ça peut être vraiment très lourd. Et bon, encore une fois, des familles très courageuses qui ont fait tout ce processus pour qu'au final, le juge pour enfants dise à la limite, je suis désolé qu'on ait mené toute cette enquête, mais c'était parce que c'était des recommandations de l'enquête sociale initiale, où parfois on tombe sur des gens un peu zélés et un peu fous en vrai, qui vont demander au juge pour enfants de mener une enquête approfondie, et là le juge pour enfants quasi systématiquement valide l'enquête approfondie. Et après, le volet qui est le moins embêtant et qu'on pensait être le plus dangereux, c'est le volet pénal, mais finalement celui-là, il a finalement été assez peu utilisé malgré le fait que c'est sur quoi on nous menace à la base avec le courrier officiel. Et sur les 175 familles, là, pareil, c'est pas toutes qui ont été concernées. Il y en a 94 qui ont eu un rendez-vous avec la gendarmerie, qui est, on va dire, le début de la procédure pénale. Et finalement, suite à ce rendez-vous gendarmerie, combien ont été poursuivis? C'est seulement 54 qui ont eu une audition avec le procureur. Et combien ont été punis d'une manière ou d'une autre? J'ai du mal à voir. Il y en a 12 qui ont une composition pénale, 6 en CRPC, donc ça c'est des subtilités, et 10 qui ont été au tribunal correctionnel, donc ça fait en tout 28 qui ont eu, qui ont eu on va dire des conséquences pénales, soit directement au bureau du procureur, soit un tribunal où on a été jugé par une collégiale de 4 juges. Et il me semble que la pire qu'on ait eue, c'était une amende de 500 € ferme. Et c'est tout. Voilà. Et il y a une partie des familles qui ont fait appel parce qu'on a envie d'amener ça à des tribunaux supérieurs pour que ça crée jurisprudence et du coup ils sont finalement très légers et très petits bras sur les punitions, parce que même des familles qui font ça ouvertement et qui le revendiquent et à qui on promet 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement au maximum, finalement les conséquences sont assez faibles, quoi. Donc voilà, c'est assez long, désolé pour cette réponse, mais il y a tellement de volets différents et de conséquences possibles et des choses inattendues qui se sont passées que je pense que ça méritait d'expliquer un peu en long et en large ce qui peut arriver à des familles en désobéissance civile, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est que Caroline, tu m'as dit, malgré les risques, vous avez dit, vous êtes sûr que vous voulez être visibilisé. Vous m'avez dit, ah oui, si, nous, on continue, on a besoin justement de montrer ce combat. Pourquoi ce besoin?
Parce que justement, d'apporter ça sur la scène publique, on peut avoir plus de soutien. Et surtout que l'IEF, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est très mal connu. On est encore considéré comme des espèces d'extraterrestres réac, ultra catho. Enfin, il y a quand même cette image-là qui est véhiculée. La femme à la maison qui s'occupe des 12 enfants. Et en fait, on en est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les milieux politiques ou syndicaux, on est très mal reçu parce que pour eux, alors, on est très mal reçu, sauf à l'extrême droite, du coup, qui sont dans ces valeurs-là de la femme à la maison avec les enfants, etc., etc. Où là, effectivement, on pourrait avoir un soutien. Mais sinon, c'est vrai qu'on est assez mal reçu dans le monde politique, dans le monde syndical, parce que déjà l'IEF, pour eux, c'est quelque chose qui concerne des espèces de bourgeois nantis. Parce que dans l'imaginaire collectif, les enfants vont à l'école parce que les parents ont besoin de travailler pour pouvoir acheter à manger, payer un loyer, tout ça. Sauf que voilà, ce que nous on essaye de dire aussi à travers cette médiatisation, c'est aller à la rencontre des familles qui sont en instruction en famille. Et puis vous vous rendrez compte qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'on est des familles, on fait des choix dans nos vies. On n'est pas du tout des familles de nantis. Enfin voilà, c'est ce que Ramine expliquait très bien, c'est-à-dire qu'on a des familles qui se font retirer la CAF et c'est absolument désastreux pour eux, quoi. Donc c'est bien qu'on n'ait pas des familles de bourgeois réac. Enfin voilà, ça c'est. Il y a toutes sortes de familles en fait. C'est vraiment très diversifié. Bien sûr qu'il peut y avoir des familles nombreuses, il peut y avoir, peu importe. Enfin, je veux dire. Par contre, voilà, cette médiatisation va vraiment nous apporter quelque chose de l'ordre de apprendre à connaître l'IEF de façon plus large aussi, quoi. Voilà. Et puis aussi, tout simplement donner cette liberté à nos jeunes, quoi. Parce qu'en fait, ce que fait le gouvernement là, c'est au-delà de nous adultes qui risquons des choses au pénal, etc., des IP qui peuvent même être intrusifs pour des jeunes et des enfants. Hein. Mais au-delà de ça, c'est la volonté de nos enfants qu'on bafoue en fait. Moi, c'était une volonté de mes enfants, l'instruction en famille à la base. Bien sûr que je leur ai posé la question, voilà. Mais pour la majorité, dès qu'ils sont en âge de dire ce qu'ils veulent, c'est leur volonté à eux, quoi. Et le gouvernement, pas une seule fois, n'a dit, tiens, si on allait demander aux 70 000 enfants qui sont en instruction en famille, ce que eux en pensent. Et la médiatisation, c'est ça aussi, c'est qu'on peut aussi donner la parole à nos enfants, à nos jeunes, par notre biais, bien sûr. On n'est pas là à exposer nos enfants. Mais en attendant, c'est aussi l'occasion pour nous de dire, mais on est aussi la voix de nos enfants. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Enfin, moi, à mon sens, voilà, le respect du choix des enfants qui sont à la maison est hyper important, quoi. Voilà. Donc pour moi, cette médiatisation, elle participe à tout ça, à faire connaître le monde de l'IEF, à faire connaître la voix de nos enfants. Et puis, tout simplement, aujourd'hui, la com, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc, si on veut avoir une petite chance qu'un jour on revienne au régime déclaratif, il faut qu'on ait du soutien. Donc, il faut qu'on parle de nous. Et c'est là où je trouve ça très courageux, parce que nous, il y a beaucoup de collectifs qu'on a envie de visibiliser et qui me disent non, je préfère rester dans l'ombre, justement, parce qu'il peut y avoir des problèmes comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Ramine, on nous retire des allocations, etc. Enfin, des trucs vraiment horribles là-dessus, et on ne parle jamais des personnes comme ces exemples que vous avez soulevés, ces 21 et 21 personnes. Si jamais... D'ailleurs, ces personnes-là veulent témoigner, vous pouvez leur transmettre nos coordonnées. Ce sera intéressant de montrer aussi ces personnes qui se battent réellement contre l'État, c'est-à-dire qui là se font vraiment attaquer par ce gouvernement et qui continuent à garder le cap. C'est vraiment quelque chose d'héroïque aujourd'hui. Et l'instruction en famille, oui, c'est quand même assez incroyable de voir les étiquettes dont vous parlez sur l'instruction en famille, puisque moi qui travaille dessus depuis plusieurs années, c'est pas du tout les familles effectivement qui sont donc en fait ça on voit bien que ça part d'une ignorance sur le sujet tout simplement. Alors Ramine, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ce sujet?
Ouais, alors sur ce sujet, il y avait quand même un risque que j'avais envie de nommer, mais qui n'est pas arrivé, hein, mais qui était le risque dont tout le monde avait peur et que tout le monde nous dit, mais c'est ce qui va vous arriver assurément dès qu'on est entré en désobéissance civile. On nous a dit, vous êtes fous, on va vous retirer vos enfants. C'était comme une sorte d'évidence pour beaucoup de personnes. Et on nous a dit à Marjorie et moi, vous êtes des gros irresponsables, vous avez entraîné en plus avec vous d'autres familles et vers quelque chose d'aussi dangereux et tout ça. Donc là, comme je disais, sur le volet social, je vous ai parlé des conséquences très concrètement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont tellement en tête que l'aide sociale à l'enfance est en fait un organisme qui est en fait noyauté par une sorte de complot sataniste ou caisse. Enfin, on entend des histoires de fous sur l'aide sociale à l'enfance. Donc nous, en tout cas, notre parcours, je pense, c'est une preuve parmi d'autres que oui, probablement qu'il y a des placements abusifs, mais de là à dire que l'aide sociale à l'enfance est comme une organisation qui systématiquement en fait place des enfants pour que les puissants puissent en faire ce qu'ils veulent. Là, on est dans des théories, voilà, auxquelles moi, en tout cas, je ne crois pas, et en tout cas, nous, on n'en a pas fait l'expérience directe. Et donc voilà, je voulais nommer, parce que là, il y a quand même beaucoup de familles qui, justement, se sont abstenues de nous rejoindre en pensant que c'était ça le risque qu'elles allaient encourir. Nous, clairement, si c'était ça le risque, on aurait déjà quitté la France et on aurait dit non, mais c'est impossible de vivre dans un pays aussi hostile qui irait carrément jusqu'à utiliser le placement de l'enfant comme une arme politique pour taire ses dissidents, quoi. Enfin, on serait là, pour le coup, dans un level de fascisme et de dictature qui aurait été passé un cap complètement inacceptable pour nous. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ce point-là en particulier. Ok. On arrive vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce qui est important pour vous encore à dire? C'était très intéressant de vous écouter. Est-ce qu'il y a un dernier point qui faut, On a déjà fait le tour. Si on a fait le tour, c'est déjà très bien. Hein. Caroline, vous, comment est-ce que vous continuez justement aujourd'hui face à toutes ces manipulations que vous avez vues? Nous, on continue parce qu'on est persuadé que pour l'instant, c'est ce qu'il nous faut dans notre famille, tout simplement. On fait partie des 21 familles à cette revue Supprimer la CAF. On fait 100. Oui. Vous faites partie des 21 qui avaient perdu, oui, ça. Ouais. Oh, donc aujourd'hui, on fait 100 et puis on fait des choix, voilà, tout simplement. Et c'est très bien. Voilà, donc la seule chose que j'aurais envie de rajouter, c'est rejoignez-nous. Parce que voilà, moi j'ai en tout cas de mon expérience personnelle faire des dossiers de demande d'autorisation, essuyer des refus, faire des recours administratifs, etc. C'est bien plus énergivore qu'une petite lettre de désobéissance civile. Et on se marre beaucoup plus à Enfance Libre que avec l'éducation nationale. Donc voilà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est rejoignez-nous. C'est passionnant. Donc on vous a attaqué directement dans vos finances, l'État vous a attaqué directement, mais vous continuez pour quelles raisons? C'est des valeurs, c'est une foi dans cette forme de combat? Oui, moi depuis que les enfants sont nés, c'était une volonté de faire l'instruction en famille, de pouvoir leur offrir cette liberté en fait, d'être dehors, d'apprendre à leur rythme et d'être dehors. Moi, j'ai des enfants qui sont dehors tout le temps en fait, qui apprennent par la nature, par le concret, et j'avais envie de ça pour eux parce que moi, rien que de me dire, moi en tant qu'humain, rester 8 heures par jour entre 4 murs, enfin c'est juste impossible. Donc j'avais pas envie de leur imposer ça, mais voilà. Donc après, oui, c'est ça. Quand j'ai eu les services sociaux, pas les services sociaux, quand j'ai eu la CAF au téléphone, ils m'ont quand même annoncé qu'ils me retiraient les aides de la CAF dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc là, je pense qu'on atteint un niveau. J'ai quand même eu cette personne qui m'a dit non, mais ce qu'on fait, on le fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, voilà. Donc je cherche encore la logique. Dans son esprit, ça va te forcer à le rescolariser et vu qu'il est habité par la religion scolaire jusqu'au bout des ongles, et pour lui, il est en train de faire le bien. Oui, bien sûr. Parce que ça va te forcer à retourner dans le droit chemin, évidemment.
Non, ça va au-delà de ça, hein. Je pense que pour regarder aujourd'hui, en tant que journaliste, par exemple, je regardais tous les sujets. L'éducation, c'est un domaine qui est attaqué par l'État. C'est toujours le même système, c'est-à-dire que ils sont prêts à trouver les moindres petits trucs pour essayer de justifier leurs actions, mais il n'y a jamais de logique derrière. Dans l'affaire des grandes surfaces où les préfets ne contrôlent jamais ceux qui s'installent avec des permis complètement frauduleux, ils vont dire vous inquiétez pas, on a des préfets qui contrôlent. Mais non, on a déjà fait condamner 10 préfets qui ne contrôlent pas. Et vous nous dites de continuer à croire dans un truc qui ne marche pas. Donc c'est juste, il faut bien comprendre, c'est très intéressant ce sujet-là que vous soulevez, il faut bien comprendre qu'il faut arrêter de chercher la logique chez des gens qui cherchent juste à manipuler, sinon on devient fou. Et c'est là votre petit échange le montre bien. On essaie de chercher la logique des gens qui sont en dissonance complète avec la population. Et peut-être un dernier point que je voulais ajouter, c'est par rapport à notre stratégie. Donc nous, notre rêve à la base, c'était quand même d'arriver à être tellement nombreux que, en fait, on arriverait à tuer la loi dès sa naissance, dans le sens que si personne ne la respecte, bah quoi, ils sont obligés soit de poursuivre tout le monde, soit en fait de rendre le job impossible d'appliquer la loi, quoi. Nous, c'est un peu ça voilà, l'idée qu'on avait en tête. Donc du coup, on espérait être des milliers, finalement, on est plutôt en dessous de 200. Donc cet objectif-là est pas atteint. Mais ce qu'on espère faire avec l'expérience au fil des années, c'est de montrer que désobéir, ça peut être quelque chose d'assez léger. Et d'ailleurs, on le note, hein, de plus en plus, les familles qui nous rejoignent ont de moins en moins peur. Nous, au début, vraiment, on avait les chocottes, hein, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre parce qu'en fait, on plongeait dans l'inconnu. Mais maintenant qu'il y a des familles qui ont vécu le parcours et on voit en fait les conséquences qui peuvent arriver, on constate que c'est pas si terrible que ça. Et du coup, là, maintenant, il y a des familles en toute légèreté qui arrivent et qui nous disent bon, bah, allez, j'ai envie de vous rejoindre, j'ai déjà rédigé ma lettre des désobéissance civile ou ses consignes. Et du coup, on devient quand même de plus en plus nombreux avec des familles qui ont de moins en moins peur. Et donc, ça, c'est quand même une victoire, c'est parce que finalement, c'est comme ça qu'ils nous tiennent, hein, l'État. C'est par la menace, c'est par le chantage à l'argent, le chantage à l'extorsion, finalement, et à la séquestration. Voilà, promettre finalement des amendes et de la prison, c'est ça, c'est des méthodes de gangsters pour nous soumettre et asseoir le pouvoir, quoi. Avec une base qui est complètement illégitime et mensongère, comme je disais, parce que à la base c'était pour lutter contre le séparatisme, mais non, on voit que c'était clairement pour lutter contre l'instruction en famille, donc contre une liberté fondamentale du citoyen, qui est inscrite quand même à l'article 26.3 de la Déclaration universelle, qui dit que les parents ont par priorité le droit de choisir le type d'éducation à donner à leur enfant. Donc l'instruction en famille est l'incarnation très concrète de ce principe fondamental, et puis ils sont en train de nous le retirer, quoi. Donc c'est eux qui sont contre les droits fondamentaux. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut conclure d'ailleurs sur un tout petit point cet entretien à parler justement des bienfaits de l'instruction en famille, que vous commencez à aller un petit peu dedans, mais moi je vais commencer en parlant de ce que je vois autour avec toutes les familles qui ont fait l'IEF, les bienfaits que ça a, parce qu'on dit que c'est beaucoup plus performant d'apprendre avec un professeur dans 8 heures de classe. Pas du tout. Les enfants en IEF ont un niveau scolaire, c'est impressionnant, c'est jamais en dessous de 15 sur 20, enfin de moi, la vingtaine de cas que j'ai vus, c'est toujours des enfants qui sont en réussite complète. Et donc je prends des exemples qui sont avant le bac, et ce qui est très intéressant, c'est on parle de la sociabilité où on dit oui, mais les enfants ont besoin de voir d'autres enfants. Mais à l'école de l'éducation nationale publique, tu ne vois aucun enfant. Tu ne vois personne. Tu vis avec les 30 mêmes camarades de classe pendant X temps, et souvent ça crée plus de biais psychologiques à aller voir les autres enfants après, ça crée beaucoup de peur, ça crée beaucoup de timidité. Donc c'est là où c'est très intéressant parce qu'on nous vend un contre-narratif sur l'IEF qui n'est pas du tout vrai. L'IEF permet aux parents de mettre aussi les enfants dans des activités extrascolaires qui font que finalement les enfants en IEF ont souvent une sociabilité mais bien plus large, diversifiée et grande que des enfants qui sont dans l'éducation nationale publique. Je vous laisse dire un petit mot sur ça. Caroline, si vous voulez. Oui, non, effectivement, les enfants en IEF, déjà ils ont accès à toutes les tranches d'âge, donc on va voir, on va constater une entraide entre les grands, les petits, les grands qui vont aider les petits qui vont aller voir les grands quand il y a un problème.
Donc on va constater vraiment cette entraide-là. On va aussi constater que c'est des enfants qui n'ont pas peur du monde adulte, alors que c'est vrai que des enfants qui sont scolarisés, alors sans faire de généralité, hein, parce que je crois qu'on peut pas, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont très peu confrontés au monde adulte finalement, et qui en font quelque chose de très autoritaire, de très austère, ce qui j'ai l'impression existe quand même moins dans le monde de l'IEF. Et puis après, effectivement, ils sont inscrits toujours à des activités de partout. On se rencontre entre familles, en instruction en famille. Donc non, c'est même plutôt le contraire. Des fois, c'est les parents qui disent ah non mais là stop, est-ce qu'on peut avoir une journée tranquille? Donc voilà. Après, je pense qu'on peut pas vraiment faire de généralité, hein, mais l'instruction en famille, c'est aussi quelque chose où les enfants apprennent à leur rythme. Donc quand ils sont mûrs, quand ils sont prêts à apprendre. Donc bah ça ressort pas. Enfin, je veux dire. Et puis on essaye. Enfin, en tout cas pour moi, de mon expérience, j'essaye de mettre du sens derrière ce que je fais. Enfin voilà, l'éternel COD, COI et compagnie, qui s'en sert au quotidien. Bah l'idée c'est de mettre du sens derrière ces apprentissages-là pour que les enfants puissent comprendre pourquoi ils apprennent et puis voilà, et puis de faire aussi en fonction de leur passion du moment, et là ça rentre tout seul. Il y a même pas besoin d'y passer des heures, des années, des mois. Enfin ça se fait instantanément, quoi. Rabin? Moi, mon fils de 8 ans, il a effectivement appris à lire sans qu'on lui enseigne, sans qu'on le prenne comme ça dans une pièce et on lui explique, bon, voilà les règles, voilà comment on lit et tout. En fait, c'est tellement absurde pour moi d'envisager ça. C'est aussi absurde que si je commençais à essayer de lui expliquer toutes les règles sur comment on parle. Bon, voilà, maintenant tu as 3 ans, c'est là que va falloir que tu apprennes de manière formelle comment parler. Donc voilà, je vais t'expliquer comment on parle. Et en fait, comment lire, comment écrire, comment calculer, tout ça, en fait, ça vient mais tout seul à travers des expériences très basiques de la vie dans l'informel, dans juste les activités du quotidien, en vrai. Donc, nous, en tout cas, moi, ce que j'emploie comme méthode, et c'est pas la méthode la plus employée qui existe dans l'instruction en famille, hein, quand même, il y a beaucoup de parents qui répliquent à peu près la même chose que l'école à la maison, et qui ont effectivement un objectif de performance scolaire. Moi, j'ai aucun objectif de performance scolaire. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que mon fils il soit heureux et épanoui et qu'il intègre son environnement de manière efficace. Je sais pas. Enfin, je souhaite son bonheur et son bien-être devant tout. Et je constate qu'effectivement, bon, il a un profil assez intellectuel et du coup, il a appris des notions même de mathématiques, il s'intéresse aux sciences et tout ça, et des choses que normalement on apprend au collège. Bon, bah, lui, il les fait alors qu'il a 8 ans. Mais c'est pas ça le plus important pour moi, c'est pas du tout ça mon ambition d'en faire une sorte de tête de concours aux caisses, c'est pas du tout l'intérêt et mes valeurs. Même si effectivement ce que tu dis est vrai, même statistiquement, sur la population américaine de homeschoolers, et eux ils sont beaucoup plus nombreux, eux ils sont 6 millions. Donc ça représente 5 à 6% des enfants scolarisés, en âge d'être scolarisés aux États-Unis. Et effectivement, ils ont fait des statistiques et ils ont pu constater que globalement, même en neutralisant tous les effets de biais d'origine sociale et économique et tout ça, effectivement, les enfants qui sont instruits en famille vont davantage à l'université, ont des meilleures notes à l'université, ont un meilleur salaire à la sortie, etc. Mais pour moi, c'est pas une compétition économique. Pour moi, c'est vraiment bien au contraire. Et c'est ce à quoi je voulais arriver, c'est que la socialisation, de toute façon, on est des animaux sociaux. C'est impossible que qui que ce soit non socialisé. Donc la question, c'est comment est-ce qu'elle va être socialisée? Quelque part, même quand on t'isole dans une pièce et que je sais pas, que tu ne vis qu'avec tes parents, bah, tu vas avoir un certain type de socialisation qu'on pourrait considérer comme très limité, qui est que tu vas socialiser qu'avec ta famille. Ça, c'est le cas de, effectivement, aucune famille que je connais. Hein. Il n'y a personne qui renferme son enfant dans une pièce et ne l'autorise qu'à socialiser avec ses parents. Donc, de toute façon, nous sommes des animaux sociaux. Et comment est-ce qu'on socialise à l'école? On apprend la soumission et la compétition, globalement. Donc, ça veut dire obéir à un enseignant qui donne des consignes et être en compétition avec sa camarade pour passer devant l'autre, pour avoir la meilleure note, pour avoir le meilleur statut social et intégrer une place dans la pyramide qui va on va dire, des plus fortunés jusqu'aux personnes les moins fortunées. Et donc, c'est ça qu'on apprend comme paradigme et comme schéma dans lequel on doit entrer. Et en fait, dans l'instruction en famille, en fait, la compétition est presque étrangère, à part ponctuellement dans une compétition sportive ou autre, mais
mais les enfants ne perçoivent pas la vie entière comme une sorte de compétition économique, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont connaître dans leur quotidien, c'est beaucoup d'entraide et de coopération. Et donc, quelque part, l'instruction en famille est un des moyens par lesquels on peut aussi actionner le changement de paradigme d'une société basée sur la compétition et les dominations vers quelque chose qui est la considération des uns et des autres, le soin, l'horizontalité dans les rapports sociaux, quelque chose où on déconstruit les rapports de domination et on va vers une société de l'entraide et de la coopération. Donc franchement, la proposition, elle est super belle. Et nous, on contribue à ça. Et c'est ça aussi qui nous anime dans cette lutte collective pour préserver l'instruction en famille, c'est qu'on voit bien que c'est quelque chose d'hyper précieux, on va dire, d'un point de vue philosophique aussi, politique, sociétal, quoi. Et donc, nous, on est là avant tout pour servir quelque chose de collectif. On n'est pas là juste pour agir pour notre pomme, moi, mon enfant, ma famille, tout ça, moi. Il y a quelque chose dont on veut faire collectif et servir plus large, quoi. Merci à vous deux pour votre temps, c'était vraiment passionnant de parler de ce sujet-là et n'hésitez pas, si votre asso a des actualités, à venir nous en parler, on vous redonnera la parole avec grand plaisir. Merci Romain. Merci. Merci à vous deux. Au revoir.